Salut à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler de la Volkswagen ID.5. Après la ID.3, la ID.4, voici la ID.5. C'est le SUV coupé de la marque et aujourd'hui on va voir si c'est un véhicule qui est intéressant ou pas. Bon, la grosse spécificité de cette ID.5, c'est son toit en version un petit peu coupée. Ça se fait beaucoup en ce moment, presque toutes les marques sont en train de se mettre là-dedans. À l'époque, c'était BMW qui avait un petit peu lancé le concept avec le X6. Ça a été énormément copié et maintenant, tout le monde semble le faire, mais avec une petite subtilité. Finalement, ces véhicules sont de moins en moins rehaussés. Regardez ce véhicule. Il est vraiment pas très haut, c'est presque une berline finalement, mais avec des attributs de SUV. Et ça, quelque part, j'ai l'impression que ça va être un petit peu la nouvelle norme dans le monde de l'automobile. On va se retrouver beaucoup avec ce genre de véhicule. Alors on pourrait penser que faire ce choix de carrosserie, en gros, c'est privilégier le style par rapport à la praticité. Alors oui et non, dans le sens où cette ID.5 a finalement un coffre qui est plus grand que le ID.4. Il y a effectivement quelques litres en plus dans ce coffre par rapport à son petit frère. Et puis on a quelques astuces assez sympas. Bon, le filet c'est assez classique, mais lorsqu'on le retire, on peut voir qu'il y a un double fond ici pour mettre les câbles de recharge, puisque cette ID.5 est une voiture électrique. Et on a un troisième double fond ici pour tout ce qui est batterie, pour tout ce qui est accessoires, etc. Mais autant si avec cette ID.5 on privilégie le style par rapport à la praticité, est-ce qu'au moins on a un véhicule qui est joli? Alors, en tout cas, il n'est pas moche, mais il est particulièrement discret. En tout cas, dans la veine de ce que fait Volkswagen depuis quelques années, on est sur un style qui est un petit peu passe-partout. On a la face avant qui est typique des ID, avec l'absence de calandre notamment, puisque finalement ici c'est vraiment fermé. Et puis on a cette ligne lumineuse qui traverse la voiture, donc quelque chose d'assez commun chez Volkswagen depuis quelques temps. On a cette grosse partie en plastique qui est ouverte sur le dessous, et puis avec un petit logo assez intéressant. Ce qui est marrant, c'est qu'on reprend un petit peu le losange de Renault, ce qui était assez marrant. J'en ai parlé sur la vidéo du Scenic Vision. Renault est extrêmement content d'utiliser son losange un petit peu partout. On se rend compte qu'on le retrouve ici également. Alors, on est sur quelque chose assez classique dans le traitement de ce pare-choc avant. Alors ici, on est sur la version Pro. Il y a une version GTX un petit peu au-dessus. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je n'ai pas choisi de vous présenter celle-ci. En termes de ligne, on est sur un savant mélange entre quelque chose de suffisamment agressif pour que la voiture plaise, mais de suffisamment consensuel pour que ça reste une Volkswagen. On peut voir ici légèrement agressif, mais ça reste relativement calme. On a quelques lignes ici qui donnent un petit peu de style, un petit peu de musculature, mais sans en faire trop. On a cette ligne également ici qui remonte légèrement sur l'arrière pour nous donner un petit peu de galbe ici, mais encore une fois, sans en faire trop. On est sur la ID.5, donc la version coupée. On a vraiment ces lignes qui fuient vers l'arrière, mais ça reste relativement discret. On n'est pas sur quelque chose, on n'est pas sur une Cupra par exemple, qui va en faire beaucoup. Ici, c'est vraiment léger, vraiment léger. On a quand même quelques attributs ici qui font très SUV, avec cette ligne qui vient rehausser visuellement le diamètre de la roue, quelque chose qui donne un petit peu plus gros. Pourtant, ces roues sont déjà pas mal grosses. Sur ces jantes, on est sur du 19 pouces, parce que comme je le disais, on est sur la version Pro. Sur la version GTX, on peut avoir du 20 pouces et jusqu'à du 21 pouces en option. Parce que c'est vraiment utile ce genre de voiture, je ne sais pas. Je pense que le 19 pouces, c'est déjà plutôt correct. Ce n'est pas évident à voir sur ma version grise, mais la couleur est un petit peu dans une sorte de Nardo Grey. Et cette partie-là, toute l'arche ici, et dans une couleur un petit peu aluminium. Si on prend une couleur un peu plus contrastante en dessous, vraiment cette partie-là ressort beaucoup comme quelque chose en aluminium. D'ailleurs, je veux vraiment m'arrêter pour parler de cette arche parce qu'il y a une petite astuce design qui est pas mal du tout. On a cette arche qui est extrêmement fine et qui donne beaucoup de dynamisme à la voiture. Pourtant, toute la partie haute ici est noire et en fait, ça permet en gros d'avoir plus de place à l'intérieur, histoire de pouvoir quand même mettre un passager à l'arrière, un passager adulte, mais visuellement la ligne, on a l'impression qu'elle est là, alors qu'en réalité elle est beaucoup plus haute. Ça c'est une astuce design qui est beaucoup utilisée en ce moment, mais ça marche vraiment bien. En termes de petites astuces, il y en a également une à l'arrière avec ce spoiler qui nous permet de garder de la visibilité en dessous ici,
mais de rehausser visuellement tout l'arrière de la voiture. Alors c'est pas nouveau, les Japonais le faisaient déjà dans les années 80-90, notamment sur la CRX. Mais voilà, une utilisation ici qui est assez intéressante puisque c'est un vrai spoiler. À une époque, on aurait pu très bien mettre une vitre ici et que l'autre vitre s'arrête sur le dessus. Ici, non, c'est un vrai spoiler, on peut vraiment passer sa main en dessous et ça, c'est assez original. Au niveau de l'arrière, on a également cette bande de feu là qui est assez typique de ce que fait Volkswagen en ce moment, avec un travail assez intéressant sur comme des petits éléments qui viennent créer le feu. Et c'est intéressant. Alors, quand on se rapproche de près, on se rend compte que c'est vraiment très plastique. Ça n'est pas forcément très riche quand on est vraiment le nez dessus. Mais lorsqu'on est un petit peu plus loin, ça marche vraiment bien. Ça fait en tout cas l'illusion de quelque chose d'assez riche, assez qualitatif. Alors sur cette ID.5, on ne peut pas louper cette énorme partie en plastique qu'on a sur la partie basse. En fait, c'est bien simple, c'est pour rehausser visuellement le véhicule. En gros, toute la partie carrosserie est ici, donc on a l'impression que le véhicule est très haut. Mais en réalité, c'est un véhicule qui est bas. Il se passe plein de choses ici en dessous. Donc forcément, le diffuseur devait redescendre jusque là. Donc là, on est clairement sur une petite astuce design. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on se retrouve avec un pare-choc grainé ici qui fait pas forcément très quali. Ça aurait peut-être été intéressant de l'avoir en noir peint, par exemple, un noir laqué. Alors ça s'abîme beaucoup plus facilement. Ça aurait été intéressant parce que ça ajoute un petit peu de richesse à la voiture. Une voiture qui n'est pas donnée quand même. On va en parler une fois qu'on sera à l'intérieur. Alors nous voici maintenant au volant de cette ID.5 Pro et non pas la GTX. Alors je voulais qu'on en parle un petit peu parce que ces essais se sont faits sur 2 jours. Et en fait le premier jour, j'ai demandé la GTX en me disant ah, je vais prendre la plus grosse version, la plus puissante, celle qui est la plus intéressante, également la plus chère forcément. Et le constat que j'ai fait, c'est que je pense que la GTX, c'est pas forcément celle qu'il faut prendre. En fait, déjà sur ce genre de voiture, est-ce que vous allez vraiment avoir besoin de la centaine de chevaux en plus par rapport à celle-ci? Déjà, je suis pas sûr, parce que celle-ci fait 200 chevaux, la GTX fait 300. Honnêtement, le gain de puissance se ressent hein, forcément sur l'accélération, etc. La GTX marche vraiment mieux que celle-ci, mais à la fois, dans quelles circonstances allez-vous vraiment avoir besoin de ces 100 chevaux de plus? Autre chose, c'est que dans la GTX, vous n'avez qu'un seul intérieur. C'est l'intérieur un petit peu simili-cuir bleu avec les surpiqûres rouges. Bref, il y a vraiment un côté Spider-Man quelque part dans cet intérieur. Mais à titre personnel, je préfère largement l'intérieur que nous avons dans celle-ci. Ici, on a un simili un petit peu caramel avec des surpiqûres blanches qui est vraiment beaucoup plus sympa à mon sens. Surtout que la version GTX, il ne faut vraiment pas se faire avoir par le badge. C'est pas du tout l'équivalent électrique de la GTI. En fait, le X, c'est pour les 4 roues motrices. Alors, du coup, si vous avez vraiment besoin des 4 roues motrices, là, la version GTX devient intéressante. Par exemple, je ne sais pas, si vous habitez dans un endroit où il neige pas mal, ou peut-être un petit peu dans la montagne, ou enfin, à un moment de l'année où vous avez vraiment besoin du 4 roues motrices, là, ça peut être intéressant de partir sur une GTX. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le châssis de la GTX n'est pas plus sport. En fait, très honnêtement, hier, quand j'essaie de la pousser un peu dans ses retranchements, c'est-à-dire qu'elle tient très bien, elle fonctionne très bien, elle met en confiance, mais à la fois, elle a une façon de vous dire que elle n'est pas faite pour ça, quoi. Et qu'elle préférerait plutôt que vous rouliez normalement. Et de toute façon, quelque part, cette voiture ne s'adresse pas à des gens qui veulent rouler un petit peu sportivement. Si vous voulez arsouiller, n'achetez pas cette voiture, c'est vraiment pas fait pour vous. Mais si vous voulez une voiture pour rouler normalement, rouler tous les jours, dans un bon confort, etc., là vous pouvez complètement y aller. Cette voiture, c'est vraiment ça. C'est une voiture qui sera confortable au quotidien. Et quelque part, 99% des clients, c'est ce qu'ils vont demander à une voiture, on ne va pas demander beaucoup plus. Donc c'est vraiment pour toutes ces raisons-là que je pense que la version GTX n'est pas nécessaire. Je pense que cette version-là, la version milieu de gamme, est largement suffisante. Puis ça vous permet quelque part d'économiser un petit peu d'argent sur la version au-dessus pour blinder celle-ci d'options. Parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de petites options intéressantes à ajouter. Donc autant plutôt faire ça. Quitte à choisir, je pense que c'est quand même beaucoup mieux. En termes de technologie, cette voiture est super avancé. Vraiment, il se passe plein de choses. Par exemple, je découvre un petit peu l'affichage tête haute en réalité augmentée
Et ça, c'est complètement fou. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que vraiment, l'affichage tête haute va vous indiquer où se trouvent les voitures devant vous, quelles sont les voitures par rapport auxquelles le régulateur adaptatif se cale. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça va vous mettre une petite flèche juste en dessous de la voiture qui vous précède. Ça va vous afficher des barres rouges si jamais la voiture sent que vous ne faites pas attention et que vous allez peut-être percuter la voiture de devant. Donc ça vous réveille d'un coup. Ça, c'est vraiment pas mal. L'affichage tête haute, il est incroyable. Deuxième technologie qui est une super astuce, c'est le bandeau LED qui court tout en haut du pare-brise. C'est un gros bandeau LED qui peut changer de couleur, qui peut vous donner des indications, qui va clignoter bleu pour vous indiquer dans quelle direction il faut tourner si jamais vous ne faites pas attention à votre GPS. Quelque part, il y a vraiment ce petit chemin bleu qui va vous allumer et qui va vous dire n'oublie pas, il va falloir que tu tournes. Bref, il y a plein de choses comme ça que ce bandeau LED donne qui sont vraiment super. Et je pense que à l'avenir, l'automobile va vraiment se pencher vers ce genre de choses. Plutôt des affichages tête haute ultra évolués, plutôt des petits bandeaux LED comme ça qui sont très discrets tant qu'on n'en a pas besoin, plutôt qu'une effervescence d'écran comme on a dans beaucoup de voitures aujourd'hui. Et du coup, ça me permet de rebondir sur le tout petit minuscule écran de compteur de cette ID.5. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent cet écran parce que ouais, il est tout petit, parce que c'est ridicule, au prix où on paye la voiture, d'avoir un écran minuscule, etc. Mais en fait, pourquoi vous voulez un écran plus grand à cet endroit-là? Parce que les informations dont vous avez besoin à cet endroit précis, il n'y a pas grand-chose en fait, quoi. Il y a quoi? Il y a votre autonomie, votre vitesse, quelques informations sur la conduite, et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas besoin d'afficher la carte dans cet écran-là, puisque la carte, on peut l'afficher sur l'écran principal. Donc vraiment, le fait d'avoir un petit écran en face de nous, devant le volant, moi, ça ne me choque pas du tout. Au contraire, c'est relativement minimaliste. On va à l'essentiel et c'est pas mal. Mais il y en a certains qui vont me dire c'est surtout pour faire des économies, parce que Volkswagen est beaucoup dans l'économie dernièrement. Et là, je dirais oui, aussi, forcément. Dans cette voiture, on sent qu'il y a beaucoup de décisions qui ont été prises pour l'économie. Notamment tous les panneaux tactiles qu'on a partout, pour la clim, pour les phares. On sent que c'est pour l'économie. Pareil au niveau des boutons pour les vitres électriques. Puisqu'en fait, les vitres électriques, on va vite se rendre compte qu'il n'y a que 2 boutons. Et en fait, il faut appuyer sur un bouton tactile pour dire « Ok, maintenant je veux diriger les fenêtres arrière ». Donc on n'a vraiment pas 4 boutons, on n'en a que 2. Et c'est assez déconcertant au départ. Alors moi, on m'a expliqué qu'il y avait une raison ergonomique par rapport à ça. C'est en gros, les boutons des vitres arrière, vous les utilisez pratiquement jamais. Et ça vous arrive de faire l'erreur. Par exemple, vous êtes à un parking souterrain, vous voulez prendre votre ticket, vous cherchez le bouton très vite, vous appuyez, finalement c'est la vitre arrière qui s'ouvre. Le fait d'avoir que 2 boutons, ça vous évite de faire ce genre d'erreur, certes. Mais du coup, si on pousse l'ergonomie de la voiture dans ce genre de retranchement, pourquoi il y a des choses qui, moi, me paraissent aberrantes? Au niveau de l'interface, il y a des choses, moi, j'arrive pas à comprendre. Pourtant, je teste énormément de voitures, je change de voiture tout le temps, donc je dois réapprendre des nouvelles interfaces assez régulièrement. Normalement, je devrais percuter très vite les nouvelles interfaces. Sur celle de Volkswagen, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment ça fonctionne. Et quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ce genre d'interface, à mon avis, ça doit être une sacrée galère de prendre les bonnes habitudes. Alors, très honnêtement, je pense qu'une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ça marche, hein, ça percute. Mais c'est vrai qu'au départ, on a un petit peu de mal quand même. Alors dans celle-ci, on a également une conduite autonome qui est assez perfectionnée. Moi, je suis assez séduit. Déjà, première chose, le volant est capacitif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre des coups de volant, il suffit juste de poser ses mains sur le volant pour pouvoir dire à la voiture « Ok, je suis là, je suis présent, t'inquiète pas, je maîtrise ». Ensuite, elle va être forcément capable de suivre les lignes, le maintien de ligne, ça c'est évident, mais celle-ci va également être capable de changer de fil. En gros, au-delà de 90 km/h, il suffit de mettre un petit coup de clignotant et la voiture va changer de fil par elle-même. Et clignotant dans l'autre sens, elle rechange de fil par elle-même. Donc pour doubler sur l'autoroute, c'est un plaisir. Il existe également des automatisations de parking. Par exemple, chez vous, vous avez peut-être une place de parking réservée, mais qui est un peu relou à rentrer. Vous savez, genre, il faut faire quelques manœuvres, machin.
c'est chiant à faire rentrer la voiture dedans, et ben sachez que avec cette voiture, il suffira de le faire qu'une seule fois. C'est-à-dire que la première fois que vous arrivez chez vous avec cette voiture, vous faites votre manœuvre, vous garez votre voiture à votre emplacement. Vous avez un bouton sur l'écran qui vous permet d'enregistrer la place de parking. Et en gros, la prochaine fois que vous arrivez chez vous, vous aurez juste à appuyer sur garer la voiture et la voiture refera exactement la manœuvre que vous avez faite la première fois. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de réfléchir ou quoi que ce soit. Et c'est sur ce genre d'action qu'en général, il y a des petits accrochages. C'est quand on est chez nous, on a certains automatismes, on se dit « Ah mais ça, cette place de parking, je la maîtrise, il n'y a pas de souci ». Et c'est là qu'on accroche la voiture. Ici, avec l'automatisation du parking, au moins, on est tranquille. En définitive, je dirais que si vous cherchez une voiture de tous les jours, électrique, pas trop mal foutue, que vous avez envie des dernières technologies, mais que vous ne voulez pas une voiture trop criarde, que vous vous sentez capable de passer outre les petites difficultés d'ergonomie qu'on peut avoir quand on découvre la voiture, alors cette ID.5 devrait vous convenir. Si vous avez absolument besoin des 4 roues motrices, considérez la version GTX ou peut-être considérez même un autre modèle. Sinon, prenez la ID.5 Pro, elle suffit amplement pour l'usage que vous allez en avoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.